Bonjour. Alors, voici la correction de l'exercice 20 qui se trouve à la page 6 de votre série d'exercices et le corrigé qui va avec, qui lui se trouve à la page 22 de la liste des corrigés. Alors, l'exercice 20, donc, premièrement, lisons la donnée. Un bateau de masse M égale 1,7 fois 10 puissance 8 kg navigue en ligne droite à vitesse constante. Ces moteurs fournissent une force de poussée F égale 7,4 fois 10 puissance 5 newtons. Dans un premier temps, faites un schéma de la situation comprenant les forces en présence. Alors, commençons par faire ça. Mais lisons quand même la suite de la donnée. Calculez la force de soutien exercée par l'eau qui empêche le bateau de couler et calculez la résistance que l'eau exerce sur le bateau. Donc là, on a déjà deux indications dans les parties B et C. Une qui a une force de soutien qui empêche le bateau de couler. Donc le bateau, s'il va vers le bas, c'est certainement une force qui va vers le haut. Et puis, deuxièmement, calculer la résistance de l'eau, c'est-à-dire, en quelque sorte, la force de frottement que l'eau exerce sur le bateau. Alors, commençons par faire un schéma. Pour cela, je l'ai déjà fait dans le corrigé, bien sûr. Et donc, ce schéma des forces, eh bien, on va raisonner de la manière suivante. On sait que le bateau, évidemment, il est à la surface de la Terre. Donc, il subit une force de pesanteur. Et comme la force de pesanteur est toujours verticale, dirigée vers le bas, on la dessine de cette manière-là. On a une première force, le poids. Ensuite, on nous demande de calculer la force de soutien que l'eau exerce sur le bateau. Comme je disais tout à l'heure, la tendance évidemment du bateau, c'est en général les bateaux c'est en métal, quand vous mettez un morceau de métal dans l'eau, le morceau de métal il a tendance à couler. Donc pour qu'il ne coule pas, eh bien, il faut qu'il y ait une force dirigée vers le haut qui l'empêche de couler. Et cette force, donc ici, on l'appelle une force de soutien. C'est donc le soutien de l'eau S qu'il faut calculer à la partie B. Avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse. Ça, c'est donc la force qu'on appellera la force de soutien dans cet exercice. Mais en réalité, elle a un autre nom, le vrai nom, parce que ce n'est pas vraiment une force de soutien du point de vue de la physique, puisque une force de soutien, elle apparaît uniquement quand il y a un corps qui appuie contre une surface. Et l'eau, on ne peut pas vraiment appeler ça une surface, c'est pas solide. Donc, il y a un autre nom plus approprié qui est ce qu'on appelle la force d'Archimède. Alors, la force d'Archimède, c'est une force qui est toujours dirigée verticalement vers le haut et qui donc apparaît dès qu'il y a un objet qui se trouve dans un fluide, en fait, c'est-à-dire soit dans un liquide, soit dans un gaz. Alors, évidemment, l'effet se ressent beaucoup plus dans un fluide. Et cette force d'Archimède, c'est elle qui permet au bateau de flotter. Et à n'importe quel objet qui flotte, de flotter. Donc, c'est la force d'Archimède. Bon, pour nous, ici, on l'appellera la force de soutien parce qu'on n'a pas vu dans le cours ce que c'est véritablement que la force d'Archimède. Donc, pour l'instant, on en est là. On a ces deux forces, le poids et puis la force de soutien ou force d'Archimède, qui sont donc deux forces verticales. Je vais dessiner en vert deux autres forces. Je fais exprès de les dessiner en vert pour la suite. Ces deux autres forces sont une qui est donnée, c'est la force de propulsion du bateau, qui est donc la force F, force de poussée. Le bateau, lui, il avance. Donc ici, selon mon schéma de gauche à droite, donc il a une certaine vitesse que je vais dessiner en bleu ici, une certaine vitesse ici. Un bateau, comme vous le savez, donc ça navigue à la surface de l'eau, donc c'est toujours le déplacement, il est toujours horizontal. Le bateau, il ne va pas se décoller, et puis on espère qu'il ne va pas non plus couler. Donc ici, tout se passe bien pour lui. Donc il ne va ni contre le haut ni contre le bas, donc ça veut dire qu'il avance horizontalement, tel que je l'ai représenté avec mon vecteur bleu qui représente une vitesse, donc pas une force, c'est juste la vitesse. Et puis donc, comme il avance horizontalement, ici, de gauche à droite, eh bien, il y a donc forcément une force de frottement qui est exercée par l'eau. Et cette force de frottement, on appelle ça plutôt une force de résistance. On appelle ça la résistance de l'eau. C'est ce qu'il faut calculer à la partie C. Donc ça, c'est à la partie C. Et puis, en rouge, le soutien, c'est ce qu'il faut calculer à la partie B. Et là, donc, on a fait le schéma des forces avec 4 forces en présence.
Et puis, donc, ce que j'ai dessiné en plus, mais qui n'est pas une force, donc qui n'était pas vraiment nécessaire, c'est le vecteur vitesse qui propose donc le déplacement de gauche à droite dans ce schéma. Alors, maintenant, retournons à la donnée et voyons ce qu'il faut déterminer. Alors, vous devez d'abord déterminer à la partie B la force de soutien exercée par l'eau qui empêche le bateau de couler. Alors, cette force de soutien, eh bien, comment est-ce qu'on peut la calculer? Alors, il y a une indication importante en réalité dans la donnée, voilà, dans la donnée, qui est la suivante. Ce qui est important dans la donnée, c'est que le bateau navigue en ligne droite. Donc, en ligne droite, on appelle ça un mouvement rectiligne, et il avance aussi à vitesse constante. Donc ça, on dit qu'il est uniforme. Il s'agit donc d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, comme il y a une vitesse constante, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que l'accélération est égale à 0. Pas d'accélération si la vitesse est constante. D'après la deuxième loi de Newton, eh bien, on a somme des forces égale MA. Maintenant, s'il n'y a pas d'accélération, si A égale 0, ben, somme des forces égale M fois 0, ça fait 0. Donc, en définitive, le fait que l'objet, le bateau ici, avance avec une vitesse constante en MRU, eh bien, ça implique que la somme des forces est égale à 0 si on applique la deuxième loi de Newton. On peut aussi appliquer une autre loi. L'autre loi, c'est celle qu'on a vue ces derniers temps. Je vais tout effacer ça. Non, je vais les laisser. Pardon. Je vais tout laisser. Voilà. L'autre loi, c'est celle qu'on a vue la semaine passée, qui était la première loi de Newton. Alors, cette première loi de Newton, elle est ici, là, dans cet encadré. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si un objet, un corps, se déplace en MRU, alors somme des forces égale 0. Mais elle dit aussi que si somme des forces égale 0, alors cet objet est en mouvement rectiligne uniforme. Alors nous, ce qui nous intéresse ici, c'est la partie de gauche à droite, parce qu'on sait que notre bateau, il avance à vitesse constante en MRU, donc, d'après la première loi de Newton, somme des forces égale 0. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre par là, c'est que finalement, qu'on utilise la première loi de Newton ou la deuxième ici, comme on a vu tout à l'heure, dans les deux cas, on obtient la même chose, c'est-à-dire somme des forces égale 0. Donc, c'est ce qu'on va utiliser, nous. Somme des forces égale 0. Alors, je vais tout effacer. Je dois reculer beaucoup. Je vais faire comme ça. J'ai envie de remettre ce que j'avais comme vecteur qui était dessiné sur le schéma des forces. Voilà. Donc, tout ça, j'efface. Ça fait beaucoup. J'y arrive. C'est pour tout de suite. Voilà. Alors, dans ce schéma des forces, qui est ici, voilà, on y arrive, on y est. Paf, voilà. Eh bien, donc j'applique maintenant la première loi de Newton. C'est ce que j'ai écrit ici, ou la deuxième, c'est comme on veut. Ici, j'ai mis comme le pétrolier, le bateau, peu importe, se déplace à vitesse constante, c'est-à-dire en MRU. La première loi de Newton implique que la résultante des forces est nulle, c'est-à-dire la somme de ces quatre forces qu'il y a ici, P plus S plus F plus R égale 0. Alors maintenant, partons justement de cette somme des forces est égale à 0. Encore une fois, on a MRU, donc somme des forces égale 0. Là-dedans, on peut voir deux choses. Premièrement, il y a des forces qui sont verticales, c'est le poids et le soutien, que j'ai dessiné en rouge. Puis il y a des forces qui sont horizontales, que j'ai dessinées en vert. Alors, les forces qui sont verticales, elles ont tendance à se compenser, puisque le bateau, en fait, là-dedans, on n'a que des forces verticales ou horizontales. Alors, les forces P et S sont verticales. Elles doivent se compenser. Donc, la somme des deux doit être égale à 0.
P plus S se compense. Alors, le seul moyen qu'elle se compense, c'est que P ou S égale P, en fait. C'est ça le truc. Et horizontalement, c'est la même chose. Les deux forces F et R, alors je ne sais pas trop où l'écrire ce truc, je vais le faire ici, hop, bah, ce sont deux forces qui se compensent aussi, horizontalement. Donc F plus R doit aussi être égal à 0, de sorte qu'à la fin, on a 0 plus 0 égale 0, et la première loi de Newton est respectée. Donc pour qu'elle se compense, eh bien, il faut que R soit égal à F, ici. Donc il y a deux choses. Les forces rouges se compensent, S égale P, et les forces vertes se compensent, R égale F. C'est ce que j'ai écrit là-dessous. Alors là-dessous, ce que j'ai écrit, c'est principalement pour les forces qui sont en rouge. J'ai marqué ici, la force de soutien est dirigée verticalement vers le haut. Alors, du coup, comme elle compense le poids, on a S égale P, c'est ce que j'ai marqué ici. Alors, ce que je peux vous dire en plus, c'est que ici, j'ai choisi de mettre un axe vertical que j'appelle Y. Alors, nous, on n'a pas trop vu ces méthodes, mais je peux vous les expliquer assez brièvement. L'axe Y, pardon, il est dirigé vers le haut. Étant donné que S est aussi dirigé vers le haut, on considère donc que S est positive. Par contre, P, vous voyez, P est dirigé vers le bas. Comme Y est dirigé vers le haut, on considère que P est négatif. Donc, on a moins P plus S égale 0. Donc, ça donne toujours la même chose. S égale P. S égale P. Alors, une fois qu'on a S égale P, c'est assez facile de calculer S parce que le poids, c'est M fois G. La masse, c'est 1,7 fois 10 puissance 8 kg et G, c'est 9,831. Donc, à la fin, on trouve 1,67 fois 10 puissance 9 Newton. Donc, de manière assez facile, en appliquant cette deuxième loi de Newton, j'ai été un petit peu brutal, voilà, en appliquant cette première loi de Newton, eh bien, on peut calculer que la force de soutien doit être égale au poids pour le compenser et donc doit être égale à 1,67 fois 10 puissance 9 Newton. Question suivante, et dernière question d'ailleurs. Calculer, c'est la C, calculer la résistance que l'eau exerce sur le bateau. Alors, comment est-ce qu'on calcule cette résistance? Eh bien, on la calcule de la même manière. Alors, vous voyez ici les forces. Alors ça, je vais effacer, on n'en a plus besoin. Ces petits trucs-là, ça ne sert plus à rien. Et ça non plus. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure, c'est-à-dire F plus R égale 0. C'est-à-dire que les deux forces horizontales, F et R, se compensent. Et donc, R égale F. R égale F, c'est ce que j'ai écrit ici. Une autre manière de voir les choses, comme tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu véritablement comme technique, mais je peux assez rapidement vous l'expliquer. Si on choisit un axe X qui est horizontal, comme les forces R et F, vous voyez, j'ai tout mis en vert, tout ce qui est horizontal, c'est en vert. Eh bien, maintenant, si on regarde, le X, il va en direction de la droite. F va en direction de la droite. Donc, du coup, F est positive. Par contre, R va en direction de la gauche. Donc, par rapport à l'axe X qui va vers la droite, R est négative. Donc, on a F moins R égale 0. Donc, F moins R égale 0, ça donne toujours la même chose. R égale F, c'est ce que j'avais dit avant. Ça suffit de comprendre que ces deux forces se compensent et que donc R égale F. Donc maintenant, on peut calculer, enfin il n'y a même pas à calculer, on peut connaître directement R, puisque R doit être égal à F, et que F lui-même est égal à 7,4 fois 10 puissance 5 Newton. C'est la donnée. Donc finalement, on a calculé R, la résistance de l'eau, qui est égale à la force de propulsion, force de poussée, qui est égale à 7,4 fois 10 puissance 5 Newton. Alors, avant de conclure avec cet exercice, une petite remarque par rapport à la partie C. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans le cours, dans un exemple que j'ai proposé la semaine passée avec le vélo. Et je vais vous leur montrer cet exemple-là. Donc, si vous allez dans votre cours et que vous vous intéressez à ce que j'avais appelé la situation numéro 3, qui était une situation dans laquelle on a un cycliste, un vélo donc, qui se déplace
à vitesse constante, en MRU, comme notre bateau dans l'exercice 20, sur un sol horizontal en l'absence de vent. Eh bien, vu que vous êtes déjà tous et toutes montés sur un vélo, vous savez que si vous voulez rouler à la même vitesse, sans varier la vitesse, ben vous devez pédaler. C'est-à-dire que si vous arrêtez de pédaler, ben petit à petit, vous allez freiner parce que vous allez subir les frottements de l'air. Donc, vous devez pédaler. Alors maintenant, si la force avec laquelle vous pédalez, elle est plus grande, si cette force-là est plus grande que les frottements, ben du coup, vous allez plutôt pousser vers l'avant et donc vous allez aller de plus en plus vite. Vous allez donc accélérer. Et qui dit accélération dit vitesse non constante, augmentation de la vitesse. Donc on n'est pas d'accord avec ça, on ne veut pas ça. Si par contre la force avec laquelle vous pédalez, elle est plus petite que la force de frottement, ça veut dire que les frottements de l'air vont l'emporter. Et puis donc petit à petit, vous allez ralentir. Et donc si vous allez ralentir, bah, votre vitesse, elle va baisser. Donc soit la vitesse augmente, soit la vitesse diminue, dans les deux cas qu'on a vus. Donc on veut ni l'un ni l'autre. Donc en fait, le seul moyen, c'est que la force avec laquelle vous pédalez soit ni plus grande ni plus petite, c'est-à-dire exactement égale à la force de frottement. Et si vous arrivez à faire ça, eh bien dans ce cas-là, vous allez rouler à vitesse constante. Alors c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait avec le bateau, juste avant dans l'exercice 20. Parce que dans l'exercice 20, eh bien, ici, ça c'est la force de poussée du bateau, celle qui valait 7,4 fois 10 puissance 5 newtons. Et la force FF, qui est ici une force de frottement, ben pour nous, c'était R en fait. Et donc, pour que le bateau avance à vitesse constante, qui était la condition, ben il fallait que la résistance de l'eau soit égale à la force de poussée. Et donc, ça revient à ça.